Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Conversation. Donc aujourd'hui, c'est un épisode tout particulier, parce que c'est un épisode à 3 voix, dans la mesure où je reçois Elisabeth et Nicolas Soublet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Pour moi aussi, Ouais. en pleine forme, exactement, ravi d'être ici. Ça fait très longtemps qu'on voulait faire ce podcast. Ça fait un moment maintenant qu'on se connaît. On s'est rencontrés via Bicorp il y a plusieurs années maintenant. Et puis on se recroise évidemment à tous les événements sur le sujet qui nous rassemble, à savoir celui de l'économie circulaire et d'une économie circulaire a priori inclusive, avec un réel impact positif sur l'environnement. On y reviendra. Ce que je vous propose pour commencer, le petit rituel, c'est de vous présenter tous les deux, et évidemment individuellement, mais aussi de nous présenter l'aventure, une des aventures qui vous unit. Bien sûr. Donc, je suis née aux États-Unis, comme ça s'entend, et parfois j'ai fait des petites erreurs de genre, je vous prie de m'excuser à l'avance. On s'est rencontrés avec Nicolas pendant nos études au Texas, justement. Il m'a ramené dans ses valises. Il y a plus de 25 ans maintenant. Et on n'est plus reparti à part 5 belles années qu'on a passées en Turquie pour son précédent travail. Okay. En rentrant justement de Turquie, on a compris beaucoup de choses sur la consommation, sur les déchets. On a vécu en fait notre société que la société française, américaine, entre guillemets occidentale, comment on veut le dire. Et en rentrant, on a eu quand même très envie de se questionner au niveau de nos pratiques et de créer moins de déchets, qui a conduit donc à notre projet à tous les deux, d'aider les familles à réduire leurs déchets simplement à la maison, en commençant par notre chère gourde à compote Squeeze. Génial. Alors, de mon côté, je suis effectivement le partenaire d'Elisabeth sur plusieurs aventures. Une aventure familiale et puis une aventure entrepreneuriale. À la base, moi, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai travaillé dans l'industrie automobile pendant plus de 15 ans, du côté des usines, mais aussi du côté de la stratégie, en particulier du côté de la stratégie des partenariats avec des concurrents. Et ça a beaucoup influencé en fait la suite de ma carrière. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Concurrent, et si tu bossais là-dessus, je comprends que ça t'a influencé, surtout dans l'industrie automobile où c'est pas des choses qu'on a. Enfin, en tout cas moi, de l'extérieur. Oui, effectivement, instinctivement, on l'imagine pas forcément. Pourtant, c'est en fait, on réalise qu'on dépend énormément de nos concurrents et en particulier pour la fabrication des véhicules, pour avoir des usines toujours remplies de volume et ne pas dépendre en fait des volumes de vente. Donc, ça nécessite de développer certaines capacités d'adaptation, en particulier aux cultures internationales, pour pouvoir créer des partenariats avec des concurrents aussi bien italiens que japonais, que russes et autres. Donc ça c'est quelque chose qui m'a bien marqué pendant une quinzaine d'années, et puis une opportunité s'est présentée de faire un executive MBA, de quitter l'industrie automobile et de rejoindre Elisabeth sur un projet entrepreneurial, et un projet qui faisait vraiment sens à nos yeux. Parce que l'impact était fort, mais aussi parce que l'aventure entrepreneuriale est quelque chose qui nous tentait, et donc ça fait maintenant 12 ans, c'est ça, oui, qu'on est ensemble sur le projet entrepreneurial Ma Bonne Étoile, et au passage 5 étoiles consulting. Donc on a créé 2 entreprises à peu près en même temps, l'une qui propose des produits et l'autre des services. Ok, super. Et peut-être avant qu'on passe à spécifiquement qu'est-ce que Ma Bonne Étoile, et ensuite on continuera aussi avec 5 étoiles consulting. Elisabeth, tu as une autre casquette qui est quand même important de mentionner, parce qu'elle influence aussi beaucoup ta connaissance de l'environnement et des évolutions. J'ai totalement oublié de dire qu'effectivement, je suis sage-femme. Non, je sais ce que tu veux dire. Mais j'ai oublié. J'écoutais Nicolas, je dis, mince, j'ai pas dit ce que j'ai fait en fait au départ. Tu es sage-femme. Oui, Okay. oui, c'était. Mais avec des histoires en fait équivalence de diplôme entre l'Amérique du Nord et l'Europe, c'était compliqué. Donc oui. Et donc c'est cette casquette qui permet d'être à la pointe de l'économie circulaire. Yes, je comprends. Yes, puisque c'est super circulaire en fait, la naissance.
Et donc, en plus de notre projet à deux, je suis très impliquée dans ce monde qu'on peut communément appeler peut-être l'entrepreneuriat à impact ou les entreprises qui cherchent à faire une plus grande contribution au bien commun, et notamment à travers l'association B-Lab qui anime la communauté des entreprises certifiées B Corp en France. Et donc, je suis très impliquée depuis que le mouvement était lancé en France. Notre entreprise a fait partie des premiers Ouais. à avoir la certification en 2015. Donc, cette année aussi, un super anniversaire de cette communauté qui a beaucoup grandi depuis. Génial. Et tu fais un gros boulot. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez maintenant nous dire qu'est-ce que Ma Bonne Étoile? Vous avez donné des petites pistes. Vous avez parlé de famille, vous avez parlé de gourde, vous avez également parlé de zéro déchet. Donc bon, moi j'ai évidemment mon idée vu que je connais. Qu'est-ce que Ma Bonne Étoile et quels sont les produits que vous distribuez et fabriquez? Alors, Ma Bonne Étoile, c'est la première entreprise qu'on a créée il y a maintenant 12 ans. À ce moment clé où on revenait de Turquie et où Elisabeth et moi, on se posait la question de la génération de nos déchets. Et quand on faisait le constat quand on faisait le constat avec nos enfants de nos poubelles, Tu et pas dit combien on a? alors à l'époque on en avait 4 et le 5e venait d'arriver, on constatait qu'en fait elles étaient un peu trop remplies de gourdes à usage unique pour compote. Je ne citerai pas de marque, mais il y en a une très très connue en France. Et on se disait c'est quand même un format qui est vraiment bien pratique. Par contre, générer autant de déchets pour 20 secondes d'utilisation, c'est dommage, on peut faire mieux. Et pour un si petit format en plus. Et pour un si petit format, exactement. Entre 70 et 90 millilitres, c'est quand même dommage. Et donc, à ce moment-là, mais là, je vais rendre la parole à Elisabeth pour expliquer, on a créé le premier produit de Ma Bonne Étoile. Oui, voilà. Donc, la gourde pour compote réemployable. Parfois, c'est vrai que entre l'anglais et le français, j'ai un peu de mal entre réutilisation, réemploi. Ouf, on se donne beaucoup de jargon pour Pour une intention pour qui est l'intention, finalement de oui. réduire les déchets, Oui, mais qui est un jargon avec lequel les industriels jouent beaucoup, donc qui reste important notamment en France. oui, Réutilisation grâce. oui, c'était la journée mondiale du recyclage il y a pas très longtemps et Ouais. il y a eu des questions des auditeurs sur beaucoup de radios. Mais en fait, c'est quoi? C'est le Peut-être un Ouais. point, c'est important, ce que tu évoques. J'ouvre la parenthèse que je vais vite refermer. Réemploi réutilisable, je vais quand même insister dessus. Mm. La réutilisation, j'ai ma compote pour laquelle je ne citerai pas la marque, que je vais re-remplir, que je vais galérer, je vais prendre mon entonnoir. Moi, je sais que ma maman, elle fait ça avec les poivriers. Elle les ouvre avec 4 tournevis pour pouvoir remettre du poivre, mais le poivrier n'a pas été conçu pour réutilisation. En revanche, le poivrier qu'on connaît en bois, que j'ouvre, que je re-remplis avec mon poivre en grains, réemploi. Parce que il a été conçu pour avoir exactement et couvrir exactement à la fois la même expérience, mais aussi les mêmes usages. Donc, ceci étant dit, vous étiez plutôt sur le réemploi. Exact. Et donc, je te laisse continuer. Exact. Et donc, on a conçu ces petits gourdes de compote pour pouvoir les ouvrir, les remplir, les laver, les réutiliser. Et c'était tout un projet puisque, en plus de ça, on avait vraiment à cœur, et c'est aussi donc cet autre sujet qui nous lie, de faire ça de manière le plus impactant positivement possible. Donc, de chercher une production aussi locale que possible, de chercher aussi des partenaires de distribution aussi vertueux, manque de mots, possible. Avec les matériaux aussi les plus durables possibles. Ouais. Voilà, oui, dans un souci vraiment de réemployer et aussi longtemps que possible, oui. Ouais, ça c'est pareil, hyper important parce qu'on peut faire du réemploi de plein de manières et on n'est pas toujours obligé de le faire de manière locale, durable. Donc la gourde en inox fabriquée à l'autre bout du monde n'aura pas forcément le même impact que la gourde Gobi fabriquée pas loin de chez nous. Ouais, merci de l'avoir dit. C'est vrai que c'est une contradiction avec laquelle nous vivons tous. Moi-même, ça m'arrive d'acheter des produits entre guillemets dits écologiques, mais fabriqués dans des conditions pas forcément très écolo. Ouais, tout à fait. Et c'est dur. Donc vous avez commencé avec cette gourde pour les compotes. Oui. Et ça, l'aventure a continué.
Oui, effectivement, on a lancé. C'est comme ça qu'est née la Gourde Squeeze. Et cette marque française, elle est restée monoproduit pendant plus de 8 ans. Ok. On a commercialisé et donc vendu que des squeezes pendant 8 ans. Mais c'est un format qui a très bien marché en France, aussi en Allemagne et dans d'autres pays européens. Au bout de 8 ans, on en a vendu plus de 2 millions. Ok. Donc voilà, un véritable impact. Et donc sur un modèle, pardon, à ce moment-là, vous aviez combien de salles, enfin, comment était organisée l'équipe pour arriver à... Pour arriver à ça, on est partis donc tous les deux et puis on est allé jusqu'à 8 personnes à Ok, peu quand près. même. Ok. Oui, 8 personnes. Et en 2020, alors dans une période extrêmement compliquée, mars 2020, on se souvient, c'est la crise Covid. On a vécu une crise assez importante comme beaucoup d'autres entreprises avec l'obligation de passer par des dispositifs comme le chômage partiel parce que finalement tous nos revendeurs qui étaient des revendeurs alimentaires ou non alimentaires parfois, étaient soit fermés, soit dans l'obligation de se focaliser sur l'alimentaire. Donc en très peu de temps, on s'est retrouvé avec des volumes de vente qui chutaient. Donc obligation de faire appel à des dispositifs particuliers et en même temps, cela faisait quelques mois que l'on échangeait pour une levée de fonds pour pouvoir développer la gamme. On a développé la gamme. Cette levée de fonds, elle s'est faite en juillet 2020. Ça nous a permis en fait de mettre en place une équipe plus fournie, une vingtaine de personnes pour développer d'autres contenants, toujours sur la même idée de faire du réemploi. Donc aussi en partant des besoins qui nous étaient remontés via les magasins. Ok. Donc on a développé la marque Squeeze avec des accessoires pour les bébés, avec d'autres types de contenants comme des sacs à goûter. Et puis on a créé une marque peut-être un petit peu moins orientée enfant, mais pour faire du zéro déchet. Donc c'est la marque Feel Good, elle aussi distribuée dans les circuits de distribution spécialisés, donc magasins bio, magasins vrac. Avec des produits comme une lunchbox fabriquée à partir de substances végétales, fabriquée en France, lunchbox, bento, une gourde en verre incassable, d'ailleurs au passage garantie à vie, là aussi made in France, et puis des sacs à vrac que l'on retrouve dans les magasins bio et les magasins vrac aussi. En parallèle, on a voulu lancer nos produits en grande distribution afin de pouvoir toucher le plus de consommateurs possible. Nous, notre objectif véritable, c'est de convaincre que le réemploi est la solution et qu'il faut une alternative durable à l'usage unique. Seulement, on a rencontré 2 obstacles principaux. Le premier obstacle, c'était qu'on était dans l'obligation de créer une autre marque que Squeeze pour aller en grande distribution. Donc on a créé la marque Woost. Pour les mêmes produits. Pour des produits similaires, exactement. Oui, tout à fait. Alors on a créé des gourdes réemployables qui font 160 millilitres, qui sont un petit peu différentes dans le format parce que le zip est placé sur le côté transversal plutôt que sur le côté bas. Enfin voilà, il y a quelques spécificités sur ces produits-là. C'est un prérequis de la distribution. Exactement. Tu peux pas vendre le même produit. C'est toi qui m'avais appris ça. En France. En France. Et tu ne trouveras jamais le même produit dans un magasin spécialisé, notamment bio, et en GMS, enfin grande et moyenne surface habituelle. C'est le cas aussi pour la nature où tu vas avoir 2 homicellaires similaires et en fait, selon là où tu l'achètes, ce sera pas la même marque. Mais exactement. Et il y a que très très peu de marques qui peuvent faire ça et en fait elles sont surtout dans l'alimentation infantile. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que ce sont des marques différentes. Et de notre côté, on voulait pas forcément échapper à cette règle-là. Pour nous, c'était un moyen aussi d'être fidèle au circuit de distribution qui nous avait soutenus dès le départ. Je pense aux magasins bio, aux magasins vrac, les magasins de puériculture. Et donc de leur garder un peu l'exclusivité de la marque initiale, la marque Squeeze. Et en même temps, de faire des produits pour la grande distribution pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Tout à fait. Donc ça, c'était le premier obstacle. Et le deuxième obstacle, c'est qu'en fait, la crise Covid, elle a duré. Et derrière la crise Covid, il y a eu cette fameuse
vague d'inflation qu'on connaît toujours, mais qui a fait que pendant au moins 2 ans, les acheteurs de la grande distribution étaient focalisés sur les marques qu'elles avaient déjà dans leur rayon et pour lesquelles elles voulaient contenir l'augmentation des prix. Pas d'innovation, quoi. Pas d'innovation, pas de bande passante pour faire des nouveaux référencements. Et donc, la marque Woost a eu énormément de mal à rentrer à cette période-là. Donc, on se parle de 2021-2022 dans la grande distribution. Ok, donc c'est très clair sur l'évolution de la gamme, les difficultés que vous avez rencontrées aussi pour pénétrer le marché des magasins grandes et moyennes surfaces avec à la fois la crise Covid et derrière l'inflation et les choix aussi des distributeurs. Du coup, comment vous avez fait face? Ça, c'était, tu disais 2022, 2023, donc là on est en 2025. Comment vous avez fait face à cette situation avec Woost, avec aussi Squeeze? Et peut-être quelles sont les autres difficultés, si tant est qu'il y en ait eu, auxquelles vous avez pu faire face, qu'on est quand même dans un contexte global qui n'est pas simple. Oui, on a dû tout repenser, vraiment. Réduire la voilure dans le terme humaine que physique, que beaucoup de choses. Et on a traversé une période très difficile. Par rapport à tous ces changements qu'il fallait essayer de conduire à une vitesse qui permettait donc à la structure de continuer d'être pérenne. Et donc cette période passée, on a aussi cherché donc à se diversifier en termes aussi de clients. Nous, jusque-là, on était que dans le retail. Ou en B2C direct sur Internet, etc. Et là, on a cherché aussi à avoir des clients B2B, des clients des entreprises, des cadeaux d'entreprise, etc., qui était quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. Donc, on a rajouté ça aussi maintenant à notre offre. Et puis, on a aussi, comme Nicolas disait, passé de temps aussi à développer notre deuxième entreprise qui fait du conseil. Et là, on a aussi vu un intérêt personnel par rapport à la capacité qu'on a développée de partager notre expérience après toutes ces années et tous ces ups and downs, comme on dit en anglais, pour aider les autres à se développer et à être à se sentir bien aussi dans ce qu'ils font. Ok. Tu veux compléter, Nicolas? Oui, je veux peut-être faire un petit zoom sur la diversification de notre clientèle. Elisabeth parlait du monde du cadeau d'affaires, qu'on appelle aussi parfois le monde de l'objet promotionnel. C'est un monde qui, en termes de pratique, j'ai envie de dire, vient de loin. On a tous reçu des stylos, désolé pour ce cliché, mais des stylos fabriqués en Chine avec une valeur assez faible. Et ce monde du cadeau promotionnel, il est en véritable évolution en ce moment. Et je dirais parce que les bénéficiaires de ces cadeaux ne veulent plus de stylos à 5 centimes qui sont faits à l'autre bout de la planète avec un impact catastrophique aussi bien social qu'environnemental. Ces bénéficiaires cherchent autre chose, ils veulent recevoir d'autres types de cadeaux avec plus de valeur mais aussi avec plus d'impact positif, donc des cadeaux made in France et des cadeaux qui ont une véritable utilité. Et là, on est véritablement en train de trouver notre clientèle à travers des revendeurs spécialisés de l'objet promotionnel en leur proposant de façon personnalisée des produits qui ont une véritable utilité, qui sont extrêmement durables. C'est par contre pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain parce qu'il y a des habitudes. Il y a des habitudes en termes de prix. Forcément, une filière qui a l'habitude de travailler avec la Chine, quand elle se met à travailler avec la France, ses clients sont pas forcément habitués et prêts à entendre cette différence de prix. Mais cette différence de prix, c'est le social, c'est notre, c'est l'humain, des droits humains. C'est le respect des droits humains. C'est ça que je veux dire. C'est pas du, c'est pas du superflu. C'est pas de la marge supplémentaire. Exactement. Donc, voilà.
pour faire ce zoom, ça me semblait important parce que c'est quelque chose qu'on a rencontré. On a aussi pas mal diversifié avec nos produits actuels sur l'Europe et en particulier sur l'Allemagne. L'Allemagne qui continue à plutôt pas trop mal consommer sur des produits comme les nôtres. Et les cadeaux promotionnels un peu plus utiles, dirions-nous, au-delà de où c'est fabriqué, est-ce que ça change est-ce que vous faites des stylos, par exemple? Non, on fait pas de stylos. En fait, on prend les codes de l'objet promotionnel et on les applique sur nos produits durables. Comme par exemple nos sacs à vrac. Les sacs à vrac Feel Good, on prend ces produits-là et on change les logos, les visuels, on met les logos du client et en fait le client est fier. Enfin, l'entreprise cliente, à la fin, elle est fière d'offrir des sacs à vrac qui n'avaient jamais été offerts d'ailleurs dans ce monde-là, mais aussi des gourdes réutilisables pour enfants. Voilà, on leur avait jamais proposé dans le passé. Et du coup, je me demandais, c'est une question que je voulais vous poser. Tu me tends la perche, c'est parfait. Comment est-ce qu'une entreprise qui se lance, je reviens un peu en arrière, mais en 2013, sur des produits zéro déchet. Donc c'était, je crois, ça correspondait aussi au mouvement du lancement du Zero Waste Life. Oui, c'était la même année de la création de Zero Waste France, etc. Oui. Et mais du coup, avec un objectif quand même d'adresser un maximum de personnes pour favoriser le changement des pratiques et l'adoption de ces nouveaux usages, est-ce que vous êtes resté sur une cible qui était très la cible des convaincus, qui est aussi une cible qui est limitée? Et si oui, comment est-ce que vous avez fait pour la garder aussi longtemps quelque part et arriver à 22 millions de gourdes? Ou est-ce que vous avez réussi à adresser d'autres cibles et du coup, quels sont les codes de la communication sur lesquels vous avez joué? Peut-être, quelle a été votre manière de communiquer, les arguments que vous mettiez en avant? Donc ma question, pour résumer, qui vous avez adressé comme cible de clientèle et est-ce que cette cible a évolué? Et quels outils marketing et de communication vous avez utilisés? Donc, je suis revenue, en fait, à ma base de formation. De sage-femme. De sage-femme, voilà. et de savoir parler aux parents. Puisque, tout simplement, quand on devient parent, parmi tous les grands changements qui s'opèrent, pour beaucoup de personnes, soudainement, il y a une prise de conscience sur la manière dont on consomme, dont on mange, dont on achète, dont on se balade, etc. Et donc, cette cible, elle s'adresse à tout le monde, puisque tout le monde peut devenir et devient un jour, si on le souhaite, parent. Donc, c'est quelque chose qui nous lie. Et évidemment, dans cette cible, il y a des arguments différents et souvent, je trouve, et là, je fais un petit parenthèse parallèle entre là où j'ai grandi ou là où je vis actuellement, entre les États-Unis et la France. On a tendance en tant qu'humain aussi à vouloir tout. Et donc, on entend souvent les clients des magasins bio et des magasins vrac sont plutôt donc des personnes avec donc l'argent disponible pour faire ce genre d'achat. C'est pas très accessible, etc. Quand en fait, comme tu disais tout à l'heure, les petits formats, c'est très cher. Ouais. Donc, il y a aussi un argument économique qui revient là-dedans, qui relie tout le monde, qui est que non seulement on est en train de réduire en fait la quantité de matière gaspillée quotidiennement, mais aussi on se fait du bien en fait par rapport au portefeuille. Donc, très tôt, on avait ces deux façons d'approcher nos clients. Et on les utilise parfois une, parfois l'autre. Et ce qui est vrai, par contre, c'est que c'est parfois difficile de les utiliser les deux en même temps. Parfois, on dit, oui, mais c'est lequel, en fait? C'est réduire les déchets ou faire des économies? Je pense à notre copain Philippe qui a créé le guide éco-frugal il y a très, très longtemps aussi. C'était en, il me semble, 2015. C'est la même année. Ouais, dans la même époque, qui arrivait avec cet argument aussi. C'est pas seulement, en fait, il y a un qui se coule de je vais aussi pouvoir faire des économies. Donc, ces deux arguments sont valables et on tente de les utiliser de manière sincère et OK.
Alors, je pourrais aussi compléter en expliquant comment on a travaillé sur les formats. Depuis le début, ce qu'on essaye de vendre chez Ma Bonne Étoile, ce sont des innovations. Et vendre une innovation, c'est beaucoup plus difficile que de vendre un produit concurrent assez similaire à un produit existant. Oui. Quelque part, il y a une petite révolution et il faut réussir à expliquer en un clin d'œil à un client qui passe dans un rayon devant notre produit, il faut qu'il arrive à percevoir la valeur ajoutée de cette innovation en un quart de seconde. Sinon, il va pas prendre le produit dans les mains pour éventuellement l'acheter. Et donc là-dessus, comment on a fait? On s'est dit, il faut vraiment s'attacher à des points de repère existants qui sont en fait des produits jetables et pratiques et les rendre réemployables. Donc typiquement, on a pris la gourde à usage unique, le format de la gourde à usage unique, on lui a rajouté un zip, on a enlevé les pommes qui se trouvaient sur le visuel et on a remplacé par des visuels plutôt sympathiques. L'objectif étant de se dire, et alors en plus, on les positionne dans les magasins juste à côté des bocaux de compote. L'objectif étant de passer le message au client. Regardez, il y a un pot de compote. Juste à côté, il y a des gourdes. Et on met l'un dans l'autre et ça fonctionne. On fait exactement la même chose avec nos sacs à vrac. On est parti d'un... Alors je vais citer la marque pour le coup cette fois-ci. On est parti du contenant de sucre Daddy, bien pratique. Et on a fait exactement la même opération. Cette fois-ci, on a rajouté un zip sur la partie haute. On a aussi rajouté un système de dosage sur le verso du sac à vrac pour en fait en faire un sac à vrac doseur. Et c'est pas seulement un sac à vrac pour faire ses courses en vrac, c'est aussi un sac qui sert à stocker à la maison le sucre ou la farine ou autre, et qui sert pour les recettes, qui sert pour l'utilisation directement à table. Ok. Voilà. Et avec ça, on a réussi à convaincre davantage ceux qui ne connaissaient pas les produits. Et ça, c'est super intéressant on en parlait en off juste avant. Moi, je suis responsable d'une pédagogie à l'ESSEC d'une chaire sur l'économie circulaire. Et là, on avait justement un cours sur la communication et aussi sur changing behaviors. Donc, voilà, comment on en vient à changer les comportements. Et là, ce que tu évoques, moi, ça me fait penser un peu au nudge, c'est-à-dire comment est-ce que vu que je l'identifie à côté de la compote en grand format, et que je vois l'emballage, que j'identifie, enfin le contenant plutôt, que j'identifie à un contenant que je connais déjà, en fait, mon cerveau va faire la connexion en disant, OK, ces deux trucs-là ensemble, ça me donne une compote qui habituellement est à usage unique. Et du coup, c'est très intéressant. Et alors habituellement, là où on a plutôt tendance, en tout cas moi, là où j'ai plutôt tendance à voir ce type de produit, ça va être au rayon des produits innovants zéro déchet, quoi. Et en fait, ce rayon-là, t'y vas si t'as envie d'acheter du zéro déchet. Et par ailleurs, l'usage projeté, c'est à toi de le deviner. Parce qu'en fait, la gourde squeeze, si je la vois, il faut que je me dise c'est pour la compote et ou le yaourt ou que sais-je. Donc c'est super intéressant en termes de où est-ce que ça va être mis dans le magasin, à côté de quoi, pour que la connexion se fasse en 15 secondes, comme tu évoquais, et que l'usage projeté soit hyper clair et rapide. Okay. Et que parfois, qu'on arrive à amener le personne dans le magasin au constat que notre produit est vide. Parfois, on est à ce niveau-là. Ça, j'y pensais, j'imagine. On prend dans la main, c'est super léger, là. Elle est où, la compote? Non, elle est pas dedans. J'y ai pensé quand tu parlais, je me disais, j'en suis sûre qu'on s'est retrouvé avec des gens qui ont pris le truc, qui sont passés en caisse, et ils ont dit, mais attends, je me suis fait avoir, il n'y a pas de compote à l'intérieur. Exactement. Alors après, on a rencontré d'autres difficultés sur les sacs à vrac qu'on n'a pas rencontré sur les gourdes de compote réemployables. Parce que les sacs à vrac, donc eux, ils ont été positionnés à côté des silos vrac dans les magasins vrac ou dans les magasins bio. Et là, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que les personnes qui étaient déjà convaincues par le vrac, qui avaient l'habitude de faire leurs courses dans les magasins vrac, gardaient peut-être leurs habitudes de fonctionner avec peut-être soit des sacs en craft ou des sacs en textile et éventuellement faisaient un transfert à la maison dans des bocaux. Et puis on a dans cette même catégorie de personnes, on a aussi souffert quelque part du plastic bashing qui existe. Nos sacs à vrac sont en plastique et on les a vraiment conçus
comme ça parce que c'est le matériau le plus adapté pour ce type d'utilisation, le plus durable aussi, le plus pratique, le plus léger. Nous, on voulait on veut rendre l'accès au vrac extrêmement facile. Mais pour le coup, pour ces consommateurs, c'était peut-être pas forcément la réponse la plus pertinente. En tout cas, il n'y avait pas forcément une volonté de changer leurs habitudes. À l'inverse, ceux qui veulent passer au vrac se rendent compte que c'est la solution la plus simple, qu'il n'y a pas besoin de venir avec ses bocaux, qu'il n'y a pas besoin de prendre un sac en craft, même s'il est gratuit, mais de toute façon, lui, il contient aussi du plastique. Autant prendre le sac en plastique le plus pratique et qui va servir pour toute l'utilisation jusqu'à verser le sucre dans son, dans son café ou dans, voilà. Ouais. Donc autre type de configuration, mais qui est effectivement une difficulté très liée aux matériaux, parce qu'aujourd'hui il y a du plastique bashing, alors qu'en fait il devrait plutôt y avoir un usage bashing. Enfin, tu vois, c'est le problème, c'est bien l'utilisation unique plutôt que la réutilisation, ou le réemploi. Isabelle, je crois que c'est un sujet qui t'est cher. Est-ce que tu veux réagir? Oui, tout à fait. Puisque c'est un sujet qui est aussi complexe, dans la mesure où on va parler de l'usage de l'objet et aussi l'usage des matériaux. On a parlé beaucoup cette semaine de l'usage de plastique dans les cantines scolaires. Couper dans une assiette, c'est pas pareil que stocker dans un sac. Oui, ok. Et je veux dire, il y a un amalgame. C'est ça. Mais c'est complexe puisque ça nous revient aussi même à notre histoire. J'ai vu toute une discussion l'autre jour sur les tétines de biberon. Je reviens à mes sujets de bébé. Et plein de mamans qui disaient, mais qu'est-ce que je dois utiliser? Et plein d'autres mamans qui disaient, il faut le caoutchouc naturel. Il n'y a pas assez de caoutchouc naturel sur Terre pour fournir tous les biberons qu'on a qu'en France. Malheureusement, on n'allait pas beaucoup en France. On a beaucoup de biberons. Et c'est difficile d'amener ce sujet aussi dans son propre place, que chaque fois, nous, les humains, on a cru faire une innovation pour mieux faire. Il n'y aurait pas eu, en fait, d'arbres en Angleterre si on n'avait pas trouvé le charbon. Ça serait un désert. Quand on a créé les produits plastiques, donc qui peuvent être de différents matériaux, mais c'est un descripteur en fait de la plasticité en fait d'un attribut physique. C'était pour sauver la tortue par rapport aux lunettes, les éléphants par rapport aux billes de billard, etc. À chaque fois, on a cru faire une avancée pour la nature qui malheureusement avait un effet boomerang quand on n'a pas fait attention à comment poser. Oui, parce qu'on a substitué à un matériau. Et qu'on n'a pas eu l'approche de l'usage. Enfin, c'est la grosse difficulté qu'on rencontre et que j'imagine vous rencontrez. Et peut-être, je sais pas, toi, Nicolas, qui est administrateur aussi au réseau VRAC et Réemploi, est-ce que cette difficulté est commune depuis ces dernières années, dans tout le travail qu'il y a eu sur le plastic bashing, parvenir à mettre en avant des offres réemploi qui sont réellement vertueuses, mais qui sont malgré tout en plastique. Enfin, je reviens à l'exemple que je donnais aussi, mais c'est l'exemple de Gobi, dont les gourdes sont en plastique, mais qui démontre que l'impact sera meilleur qu'une gourde en inox fabriquée à l'autre bout du monde, ou les gourdes en verre. Donc voilà, ma question c'est, est-ce que c'est commun Oui, c'est commun et c'est une problématique que l'on a tous, de passer le bon message et de bien expliquer cette différence entre l'usage et le matériau. On l'a je dirais, cette problématique, on la retrouve chez tous les fabricants qui proposent des produits pour les magasins vrac. On la retrouve dans la distribution du vrac, qui est une filière qui a commencé véritablement à se construire à partir de 2013, quelque chose comme ça, de 2013-2014, et qui ensuite s'est véritablement développée, mais qui a connu une grosse crise à partir de Covid. Avec peut-être une assise financière qui n'était pas forcément là pour plein de petits commerces vrac qui s'étaient montés avec de véritables convictions et une volonté de faire bouger les choses. Et donc, il y avait
pas forcément les reins suffisamment solides pour résister à cette à cette crise Covid, puis la crise de l'inflation derrière. Mais aujourd'hui, cette filière, elle se reconstruit et elle se développe. Il y a une réelle volonté au niveau de tous les acteurs, y compris l'État, de prendre ces sujets en main. Et la consigne revient, mais plus que d'actualité. Le salon du vrac change de nom et c'est la Reuse Expo qui aura lieu en mai et qui va se tenir avec énormément d'acteurs et de nouveaux acteurs, pas simplement dans l'alimentaire. Il y a les choses bougent et les choses bougent dans le bon sens et on est très optimiste. Voilà. Okay. Ah c'est génial. Ouais. Ok. Et le temps file. Je vous propose peut-être maintenant, j'aimerais qu'on parle de 5 étoiles consulting. Donc on a compris la nécessité de différenciation dans des situations où la vente de produits finis des consommateurs ou consommatrices peut être plus complexe et de l'intérêt aussi surtout de faire profiter à d'autres entreprises de cette expertise que vous avez acquise à la fois dans la gestion d'entreprise mais aussi dans le zéro déchet. Comment vous travaillez et peut-être quelles sont les principales structures avec lesquelles vous bossez? Donc, on travaille beaucoup avec des entreprises de l'ESS. Okay. Nicolas disait qu'il est mentor donc pour l'accélérateur de l'Île-de-France qui est géré par HEC. Donc, économie sociale et solidaire. Exact. Pardon, oui, économie sociale et solidaire. Et on trouve ça très intéressant puisque c'est pas seulement les entreprises, c'est des organisations. Et quand on parlait tout à l'heure aussi d'impact, parfois on a tendance à oublier que l'impact, c'est l'affaire de tous et que toute structure, peu importe que ce soit à but lucratif ou non lucratif, a beaucoup de points communs. Tout le monde a des employés, des fournisseurs, des relations, etc. Et malheureusement, parfois, on fait tout un pataquès sur le RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, quand c'est plutôt le RSO, la responsabilité des organisations. Ouais, c'est un point, c'est super important ce que tu dis. Ouais. Je sais pas si vous c'était le cas, mais nous on nous a souvent demandé. Et du coup, vous êtes une association? Parce que les gens font toujours pas le lien. Enfin, ça fait quand même des années que ces mouvements-là d'entreprises à impact se développent. Et le fait qu'une entreprise à but lucratif ait une mission d'intérêt général, c'est encore difficile à comprendre. Oui. C'est justement vers ça qu'on accompagne alors à la fois des dirigeants d'associations, mais aussi de SCOP, de SIC, d'entreprises intermédiaires, enfin d'entreprises d'insertion, d'associations intermédiaires. Il y a tout un panel dans les gouvernances, mais à la fin, finalement, les problématiques sont les mêmes. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire du business comme avant, simplement extractif et non respectueux de toutes les limites et les contraintes existantes, les limites planétaires, les planchers sociaux, et ça, voilà, c'est quelque chose, avec nos 12 ans d'expérience sur Ma Bonne Étoile, qu'il était pour nous important de pouvoir partager. Donc, en tant que mentor, je préfère d'ailleurs utiliser ce terme que le terme de consultant. On est plus des mentors, on est plus là pour partager et accompagner et être les sparring partners des gens avec lesquels on travaille, des dirigeants avec lesquels on travaille. Et donc, on est là pour les accompagner et à avoir beaucoup plus d'impact. Et éventuellement à retravailler leur modèle d'affaires pour qu'il soit plus respectueux de l'environnement voilà. Ça c'est pour nous très important. Donc on travaille avec des structures comme l'accélérateur économie sociale et solidaire, comme le disait Elisabeth, d'HEC Paris région Île-de-France, mais aussi avec des OPCO. Parce que les OPCO ont reçu des missions d'aider les entreprises à travailler sur la transition écologique. Donc, on les accompagne avec d'autres dispositifs comme le DLA et puis parfois aussi en direct. DLA. C'est quoi DLA? En fait, le DLA, c'est un dispositif local d'accompagnement qui permet donc d'accompagner des entreprises de l'ESS sur des sujets bien spécifiques. Super. On va bientôt devoir conclure parce que le temps file, qu'on se rend pas compte. J'ai 2 dernières questions moi à vous poser. Est-ce que Elisabeth, déjà, tu voulais compléter ce qui vient d'être dit ou est-ce que je vous pose mes 2 questions? Non, vas-y, Justine. Et elle va vous permettre, je pense, d'amener des choses dont on n'a pas pu parler encore. La première question qu'on pose assez régulièrement et qui m'intéresse aussi particulièrement dans votre cas, vu que vous avez quand même 2
parcours, vous venez de 2 formations qui n'ont rien à voir. Bon, enfin, on a compris que s'il y avait quand même des points communs, mais pas directement, avec nos sujets. Imaginez, vous croisez le Nicolas et l'Elisabeth d'il y a, allez, on va dire 13 ans, c'est-à-dire 1 an avant peut-être de lancer Ma Bonne Étoile. Quels seraient les 2 conseils que vous vous donneriez? Ce que je peux dire, c'est quel conseil, Elisabeth, tu donnerais à Nicolas, et Nicolas, quel conseil tu donnerais à Elisabeth pour arriver à développer ce projet que vous avez et à faire le mieux possible? Oh là là. C'est une jolie question. Alors, quel conseil je te donnerais, Nicolas? D'une, je te ferai d'abord un compliment. Je dirais que tu as beaucoup de capacité, beaucoup de force intérieure et que tu vas en avoir besoin. Puisque ça sera pas toujours facile. Et 2, je dirais aussi que cette aventure, quand on devient entrepreneur, surtout en France, euh, on, on prend vraiment un saut en fait parfois depuis une falaise, puisque on a et heureusement une telle protection sociale par rapport à la salariat que devenir entrepreneur est vraiment un saut dans le vide. Et j'aimerais te dire que en faisant comme ça, l'important c'est vraiment de garder la joie de tous les jours et de chercher à se sentir bien, à faire en sorte que les autres se sentent bien, et de ne pas trop regarder ou espérer la réussite dans des termes classiques. Voilà ce que je te dirais. Alors, déjà, merci beaucoup, Elisabeth. Ça me touche énormément ce que tu dis. Alors, ça tombe bien parce que j'aurais aussi commencé par un compliment et je t'aurais suggéré de continuer à travailler toute la curiosité et la culture de l'écoute et du respect des autres. Parce que, comme tu l'as dit, l'entrepreneuriat, ça secoue. On vit des moments émotionnels très très forts, positivement, négativement, mais forcément, c'est une véritable montagne russe. Et alors, aucun regret par rapport à l'aventure qu'on a vécue. Au contraire, et s'il fallait recommencer, on le ferait. Mais accroche-toi parce que ça va secouer et surtout continue à cultiver ces relations de partenariat parce que l'entrepreneuriat, ce n'est que du partenariat avec les autres. Et la force de conviction de ces idées, c'est quelque chose de très important, mais l'écoute est aussi très important. Et là, voilà deux points forts qu'il faut avoir. Et j'espère qu'on a pu les développer ensemble pendant toute cette aventure. En tout cas, on en est quasiment convaincus. Merci. C'est beaucoup d'émotions, vous l'avez sûrement senti. Ça l'est pour moi aussi. Donc, je suis très émue. Et du coup, la dernière question que j'ai, c'est aussi peut-être que ça va nous faire verser les larmes. Je vais vous demander maintenant de vous adresser peut-être aux futurs petits-enfants que vous pourriez avoir. Donc peut-être à nous projeter dans 15 ans. Elle est où la boîte de Kleenex? On a prévu le boc pour les verres, pour pas qu'ils fassent de bruit. On n'a pas prévu la boîte de Kleenex. Qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire de cette aventure? Et peut-être qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire aussi? Voilà, on sait que là, on est en mars 2025, dans un climat qui est très difficile pour toutes et tous. Enfin, peut-être que toi aussi, vu que tu es aussi des États-Unis, tu es particulièrement impacté par la situation. Donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire? Soit des mots d'espoir, soit peut-être comment le monde a évolué. Voilà. Ah, ça, c'est une autre super question. Penser aux futures générations, c'est toujours un challenge puisque on espère pouvoir leur amener un message d'espoir
en même temps, mon sentiment profond, c'est que on va leur devoir des excuses, qui ne seront pas des excuses, puisque ça marche pas comme ça. Mais on va devoir quand même expliquer pourquoi c'était comme ça et pourquoi on l'a fait comme ça. Et j'espère, comme beaucoup de personnes, comme la petite histoire que j'ai lue ce matin d'un musicien hongrois qui a annulé toutes ses représentations aux États-Unis pour cette année, on se rangera en fait du bon côté de l'histoire. Peu importe les conséquences, puisque parfois quand c'est important et on n'a pas, faut pas hésiter. Voilà, donc oui, je dirais surtout ça et qu'on est très fiers d'eux et qu'ils peuvent venir chez nous quand ils veulent. Puisque avec nos 5 enfants, on voit une certaine quantité de petits enfants et les portes seront toujours ouvertes. Je sais pas si je pourrais ajouter quelque chose avec ce très beau message, après ce très beau message d'Elisabeth. Mais pour aller dans le même sens, effectivement, je pense que quand on s'est lancé tous les deux ensemble dans cette aventure entrepreneuriale, quand on a quelque part quitté nos carrières respectives ou nos occupations d'avant, c'était aussi dans l'idée de se dire, on veut construire un monde plus responsable, plus inclusif, plus respectueux des autres et du vivant dans son ensemble. Et c'est à la fois pour nos enfants, pour nos petits-enfants et les suivants, les générations suivantes, qu'on le fait. Oui, alors au passage, c'est vrai que c'est quelque chose de fun et de passionnant, qu'on a pris vraiment et on continue de prendre beaucoup de plaisir à le faire. Et effectivement, sur ça, on est convaincu qu'on peut se regarder dans une glace, même si tous nos choix sont pas toujours parfaits et qu'on vit tous avec nos contradictions. On fait le maximum pour faire au mieux, voilà, avec les outils que l'on a. Est-ce que je pourrais préciser quelque chose? Puisque Vas-y. je me suis dit, l'invitation que je suis lancée à la fin, c'était pas que ça. Euh, on, on a beaucoup insisté dans nos discussions sur le partenariat, la coopération, etc. Et il y a une chose que je dis en ce moment à mes enfants, que je pourrais dire donc à mes petits-enfants, qui a beaucoup changé dans ma vie, de ma vie de quand j'étais petite moi aussi et comment je vois les choses en tant qu'adulte. Que l'important, en fait, de ce que j'espère pour eux, c'est ne pas qu'ils se développent des compétences et que dans le but, en fait, de être suffisant et de pouvoir se dire, peu importe ce qui arrive, je pourrai gérer tout seul. Mais qu'ils se construisent des relations et des amours entre amis, entre partenaires, etc., de façon à ce que ils pourraient toujours se dire, peu importe ce qui se passe, je sais qu'il y a toujours des personnes qui vont venir m'aider. Parce que ça, c'est vraiment le plus important. Et moi, c'est ce qui m'anime, en tout cas. Je sais que je m'en sors jamais toute seule et que j'ai besoin des autres. Donc, c'est un très beau mot de la fin et je me reconnais beaucoup là-dedans. Merci beaucoup à tous les deux, à la fois pour ces apprentissages très pratiques, mais aussi ces moments d'émotion qui sont fondamentaux dans la mesure où ces aventures entrepreneuriales, c'est des aventures humaines. Et que ce qui nous sauvera face à ce climat, c'est probablement les relations et tout l'amour qu'on y met. Bonne continuation, surtout bon courage. On sait qu'on reste soudés et c'est que comme ça qu'on pourra y arriver. Merci beaucoup, Super, Justine. oui. À bientôt. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et à très bientôt.